très bien. Eh bien, écoutez, merci de votre invitation. Alors, de quoi s'agit-il? Bon, d'abord, comme je disais tout à l'heure là-haut, il y a exactement 150 ans, le pape Pie IX, le bienheureux pape Pie IX, donnait à la confrérie, donc, on va dire au groupe de prière de Châteauneuf de Notre-Dame-des-Enfants, le titre d'archiconfrérie, c'est-à-dire l'Église donnait sa bénédiction pour que l'on prie avec Notre-Dame comme des enfants, et voilà. C'était il y a exactement 150 ans. Le 21 janvier, vous le savez aussi, on fête la mémoire de la mort du roi Louis XVI, exécuté par les autorités de la Révolution. Et donc, ce dont on va parler ce soir a plusieurs rapports avec ces deux thèmes. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu providentiel là-dedans. Alors, par quel bout prendre les choses? Sur le fond, sur la forme, pas d'abord. Bon, je vais essayer de parler maximum une petite heure, et puis après, vous poserez les questions. Hein? Je pense que c'est bien de faire comme ça. Si vous avez un bout de papier, ben vous notez la question. Voilà. Alors, vous savez que, disons, il y a plusieurs manières d'aborder la vérité, à travers la révélation dans les Saintes Écritures, à travers la nature, hein, le chemin de la création, quand vous voyez l'immensité de la création, la beauté de la création, l'infiniment grand, l'infiniment petit, on peut avoir une idée de Dieu aussi. Et puis, il y a un autre chemin, qui est celui de l'histoire. Voilà, comment Dieu a accompagné les hommes au cours de l'histoire, et on dit que l'histoire, elle est maîtresse de vie, qu'elle nous enseigne des choses. Et la manière dont Dieu a conduit tous les événements de l'histoire, depuis des millénaires et des millénaires, depuis Adam et Ève, passant par Abraham, etc., c'est aussi une manière de découvrir qui est le bon Dieu. C'est un petit peu mon hobby, c'est un petit peu ma spécialité. Donc ce soir, on va parler d'histoire. Alors, je vais vous parler d'une époque qui a un peu préparé notre époque, qui peut expliquer beaucoup de choses de notre époque, qui est le 19e siècle. Et on va en parler pour essayer de comprendre comment les chrétiens ont vécu cette période, en particulier sur une question qui a été brûlante à l'époque, une question qui a beaucoup agité les esprits, qui a mobilisé beaucoup de catholiques, et qui s'appelle la question romaine, c'est-à-dire l'histoire de savoir si le pape devait avoir un État, s'il devait comment, etc. On va y revenir. Hein. Et autour de la figure d'un pape, qui est donc béatifié, qui s'appelle Pie IX. Et si vous avez déjà lu un certain nombre de livres d'histoire, si vous vous intéressez à ces questions-là, si vous vous insérez un petit peu à l'histoire de l'Église, c'est quelqu'un qui est très contesté, très controversé, comme on dit aujourd'hui, dont on dit beaucoup de mal, beaucoup de mal. Qu'il était ennemi du progrès, ceci, cela, bref, bon. Donc je vais essayer de remettre un petit peu les pendules à l'heure. On va donc faire un petit peu d'histoire. Alors, je ne sais pas si l'histoire vous intéresse, mais j'espère que, en parlant d'histoire, je vais vous intéresser. Pourquoi donc notre cadre historique, ça va être à peu près entre 1815, est-ce que ça vous dit quelque chose, 1815 ? Bon. Et 1870, on poussera peut-être... C'est le début de l'Empire, 1815. Non, on va y revenir. Alors, j'y reviendrai. Et puis on poussera peut-être jusqu'en 1870, peut-être jusqu'en 1914. Quand on s'intéresse à l'histoire, il faut chercher un petit peu à comprendre ce qui s'est passé, comment les gens pensaient à cette époque-là, comment ils voyaient les choses, et puis surtout, pour nous catholiques, et surtout si on essaye de se poser des questions, de réfléchir ensemble, de se former, il peut être utile pour nous de savoir comment, par rapport à ces questions du passé, les catholiques de ce moment-là ont réfléchi et ont réagi, et
quelles sont les conséquences pour aujourd'hui. Et comment ça peut nous éclairer, nous aider, parce qu'on n'est pas, je dirais, le monde n'a pas commencé le jour de ma naissance, hein. Et donc, il s'est passé des choses avant moi, ça m'influence, ça me... Bon. D'accord? Alors, pourquoi on va commencer en 1815? 1815, qu'est-ce que c'est? 1815, c'est la fin de la Révolution. 1815, c'est cette année-là, tous les grands pays d'Europe, la France, l'Angleterre, la Prusse, l'Autriche-Hongrie, la Russie, et tout un tas d'autres petits pays de cette époque-là ont signé un grand traité qui s'appelle le traité de Vienne, et qui met fin officiellement à la Révolution. 21 janvier, mort du roi Louis XVI, en quelque sorte. 1815, c'est la revanche du roi Louis XVI. Tous les peuples d'Europe tous les dirigeants des grands peuples d'Europe sont rassemblés et disent tout ce qui s'est passé depuis 1789, c'est nul et non avenu. Ils disent pas qu'il ne s'est rien passé, parce que c'est pas tout à fait le cas, mais ils disent la Révolution, c'était mauvais, et on remet les pendules à l'heure. 1815. Il y a eu la Révolution, et puis il y a eu Napoléon, bien sûr, hein, avec tout ce qui a été avec Napoléon. Tous les bouleversements, les changements, les rois qui sont tombés, les empires qui se sont écroulés, puis reformés, les guerres, les massacres, etc., les changements politiques, etc. En 1815, on dit on remet quasiment les pendules à l'heure de 1789. Le roi de France, eh bien, c'est son petit frère qui remonte sur le trône de France, et on oublie ce qui s'est passé pendant 25 ans. En Allemagne, pareil. Le pape, qui a été chassé des États pontificaux, on va y en venir, est remis en possession de tous ces États, etc., etc. Les frontières sont rétablies, là où on avait mis des républiques, on remet des rois, etc., etc. Grosso modo, dans des petits pays, les petits trucs sur les coins, on change un petit peu. En Allemagne, par exemple, ce qui représente aujourd'hui l'Allemagne d'aujourd'hui, un bout de Pologne, etc., il y avait, allez, à la louche, il y avait plusieurs centaines de princes, de rois, d'évêques, de machins, etc. On a un peu simplifié les choses. Mais en gros, on est revenu à 1789. En disant tout ça, ça n'a pas eu lieu. Et on s'est imaginé qu'on allait reprendre tranquillement le cours des choses. En fait, vous savez bien, l'histoire c'est comme un fleuve, on ne revient jamais en arrière. Jamais. L'eau coule sous le pont, et l'eau qui est passée sous le pont d'Oron reviendra jamais sous le pont d'Oron. C'est comme ça. On n'y peut rien. C'est la loi de ce monde. Mais certains peuvent s'imaginer qu'on peut revenir en arrière. C'est pas le cas. Parce que la Révolution française, elle a semé dans les esprits des idées, des nouvelles manières de faire. Des gens qui étaient en bas dans l'échelle sociale sont montés en haut, se sont approchés d'en haut. Ils ont découvert ce que c'était que d'avoir le pouvoir, etc. Et quand vous avez découvert, quand vous avez été chef à un certain moment, c'est difficile de redescendre, hein, et de redevenir un bon sujet du roi de France, bien obéissant et bien respectueux, alors que vous avez dirigé les affaires. Et puis surtout les idées, hein, quand vous les avez sorties d'une boîte, les idées c'est comme les plumes de l'édredon, hein, ça s'envole et vous ne pouvez jamais les rattraper, les remettre dans l'édredon. Bon, voilà, donc 1815. À partir de là, le monde recommence à aller de l'avant, l'Europe, surtout l'Europe, hein, je parle toujours de l'Europe, là, et puis, cependant, les idées de la Révolution, elles sont toujours là. Ce qu'on appelle les idées libérales, le relativisme. Même le roi de France, Louis XVIII, a été obligé de dire « Ben non, je ne suis pas tout à fait de droit divin. Hein, le peuple a son mot à dire. » Alors, qu'est-ce qu'on met derrière le mot « peuple »
Ça peut être compliqué. Hein. Parfois, il y a certains qui disent « je suis le peuple » et puis en fait, c'est juste leurs petites affaires à eux. Hein, c'est beaucoup plus compliqué qu'on croit. La Révolution, c'est pas le peuple français qui l'a faite. Hein. C'est un petit groupe de bourgeois qui en avaient marre d'être en dessous par rapport aux nobles et qui ont dit « on est riche maintenant, on dirige l'activité économique, on a fait des études, etc. On en a marre d'obéir à ces gens-là, on veut leur place. » C'est ça la Révolution française. Ce sont les bourgeois qui prennent la place des nobles. Voilà. C'est ça. George Sand, le grand écrivain, a résumé la Révolution française en disant c'est l'accaparement des biens de la noblesse et du clergé. On peut résumer la Révolution à ça. Elle le disait, d'autant qu'elle était bien placée pour le dire, puisqu'elle avait fait partie, enfin sa famille avait fait partie de ça. Son grand-père était un homme et elle était une bourgeoise. Bref, voilà, 1815, et puis petit à petit, alors je vais passer rapidement, hein, je simplifie beaucoup, mais après la Révolution, l'Église, en particulier en France, mais dans beaucoup de pays, en Italie, dans une partie de l'Autriche, dans une partie de l'Allemagne, l'Église qui avait été détruite, les séminaires fermés, les diocèses fermés, les congrégations religieuses chassées, les biens des moines vendus, etc., etc. Tant bien que mal, l'Église se reconstruit, et en France, il y a un grand élan, après la fin des persécutions, pour refonder les séminaires, etc., etc. La vie monastique reprend, les congrégations religieuses se développent, des groupes de pères missionnaires, des nouvelles congrégations missionnaires, etc. Il y a un grand élan après la Révolution, et pour une part en disant, ben voilà, il y a un certain nombre de choses qui ne reviendront plus, mais on va de l'avant, la vie continue, la vie de foi continue, il faut repartir de l'avant. Et donc les années vont passer, etc. La deuxième date importante, c'est 1848. La grande date importante, c'est 1848. Alors vous avez calculé, 1815, 1848, ça fait combien? 1848 moins 1815, à la louche. 35 ans. 30 ans dans l'histoire, c'est une génération. En gros, une génération remplace une autre, il faut compter 30 ans, entre 25 et 30 ans à la louche. Bon. Donc je vous ai dit, les idées de la Révolution ont continué à habiter les esprits. Hein, les gens qui avaient pensé que le roi n'était qu'un simple gouvernant, etc., qui n'était plus de droit divin, etc., ça se répand, ça se développe, ça a été amené dans tous les pays d'Europe. Et puis, les grandes puissances à l'ancienne, comme la France, l'Autriche-Hongrie, qui sont les grandes puissances catholiques, vont plutôt vers leur déclin. La France a été touchée définitivement par la Révolution, elle s'en remettra jamais. L'Autriche-Hongrie, c'est pareil. L'Autriche-Hongrie, ce grand empire, alors c'est le contraire de la France. Où la France est unie, l'Autriche-Hongrie c'est une mosaïque. Bref, c'est des puissances qui vont plutôt vers leur déclin. Et puis il y a des puissances qui montent en Europe, qui sont non catholiques, qui sont l'Angleterre, qui est en train de devenir un empire mondial, ce qu'on appellerait aujourd'hui une superpuissance. Et puis il y a au cœur de l'Europe une autre puissance qui est en train de prendre beaucoup d'importance, c'est ce qu'on appelle la Prusse, la partie est de l'Allemagne, et qui elle est protestante calviniste. Voilà. Je ne parle pas de la Russie qui est un petit peu sur le bord et qui est bon. On peut pas, il faut garder les choses. Donc la marmite allumée par la Révolution continue à bouillir, à feu doux. Il y a un couvercle, mais ça continue à chauffer. Et donc, en 1848, le couvercle va chauffer. D'abord parce que ces idées-là ont continué à circuler, à continuer à être répandues, etc. Ensuite, à travers les idées de la Révolution, est née une autre idée qui va bouleverser l'histoire de l'Europe, c'est ce qu'on appelle les nationalités. C'est-à-dire, voilà, je parle cette langue, alors on va dire le polonais par exemple, je parle l'allemand, je
je parle l'italien, au moins une langue qu'on va classer dans l'italien. J'ai plein de choses en commun avec ces personnes-là, qui parlent la même langue que moi, qui ont les mêmes manières de voir les choses, mais lui, il a un grand-duc parce qu'il habite la Toscane, lui, il a un roi parce qu'il habite Naples, l'autre, il a un prince-évêque parce qu'il habite les bords du Rhin, l'autre, il a un prince-électeur parce qu'il habite de l'autre côté de la rive du Rhin. Mais on parle la même langue, on se comprend, et on se dit peu à peu, ou bien les Polonais, alors les Polonais, il y en a un bout chez les Autrichiens, un bout chez les Allemands, un bout chez les Russes. Mais ils parlent la même langue, et ils sont tous catholiques. Ils se disent, et peu à peu, voilà, ça c'est la révolution qui a réveillé les nations, en disant, si vous avez la même langue, la même culture, il faut vivre ensemble. Et donc il va falloir un jour ou l'autre se débarrasser des frontières qui nous séparent, ou des rois qui ne sont pas les mêmes. D'accord ? Pour la France, les rois de France, ils ont fait ça depuis longtemps, qu'on soit dans le sud, dans le nord, en gros, on se croit français et on se pense français et la Révolution a terminé le boulot, de ce point de vue-là. Pour la France, comme nation, c'est une des plus... Les Anglais, c'est pareil. À la limite, les Anglais, ils ont coupé le sifflet aux Irlandais, ils ont domestiqué les Écossais, les Gallois, on n'en parle pas, et ils sont une seule nation, à la louche. Et puis, ils ont dit à tout le monde, on va faire un empire, comme ça, vous ne nous embêterez plus avec vos petits trucs locaux, et on va faire un grand empire. Bon, donc voilà, donc il y a ça bouillonne en Allemagne, ça bouillonne en Italie, ça bouillonne du côté de chez les Hongrois, du côté de chez les Polonais, voilà. Et ça bouillonne aussi un petit peu, mais ça ne regarde pas trop, ça ne regarde pas directement, dans l'Empire turc aussi. Les Grecs, hein, les Grecs se disent, on parle tous la même langue, on est les descendants d'Homère, on est orthodoxe chrétien et on est opprimé par les Turcs. Et voilà, comment faire ? On peut faire pour être libre, puisque nous sommes une nation et qu'il faut que nous soyons libres. Donc tout ça, la marmite va exploser en 1848. Voilà, ça va être ce qu'on va appeler le printemps des nations. Il va y avoir des révolutions dans toute l'Europe. En Allemagne, en Autriche, en Italie, en Pologne, en France, partout, sauf en Angleterre. Et voilà, il va y avoir des révolutions partout, nous voulons être un seul peuple, nous voulons être ensemble, nous voulons être libres, nous voulons avoir un parlement, nous voulons, etc., etc. Alors, il y a des endroits où ça va marcher, des autres endroits où ça ne va pas marcher, mais bon, il y a une espèce d'énorme explosion. Alors, pourquoi j'en parle ? Parce que ça y est, ça nous ramène petit à petit à l'histoire de l'Église. Il se trouve que en 1846, le pape était mort. Et donc, un nouveau pape avait été appelé à régner, comme dit la blague, hein, vous connaissez ? Un pape est appelé à régner. À régner, quel drôle de nom pour un pape. Pourquoi pas libellule ou papillon ? Je vois que vous n'avez pas compris, je vais recommencer. Un nouveau pape est appelé à régner. À régner, quel drôle de nom. C'est une blague, fin de la blague. On m'a appris quand on parlait qu'il fallait faire une blague tous les 10 minutes, sinon les gens s'endormaient. Bref, voilà, donc, et ce pape s'appelle, alors, de son nom de naissance, il s'appelle Giovanni Maria Mastai Ferretti. Donc c'est un Italien, il est originaire du centre de l'Italie, et voilà. Et il est plutôt, au départ, on considère que c'est un homme plutôt ouvert, plutôt libéral, hein. C'est pas un homme qui est a priori opposé aux idées de la Révolution française dans ce qu'elle pouvait avoir de moins mauvais. Hein, je veux dire que quand on gouverne un peuple, il faut demander l'avis aux habitants. Bon, ce genre de choses, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le libéralisme au sens le moins mauvais du terme. Bon, donc le pape Pie IX, alors, pour la petite histoire, il a été évêque d'Imola. Alors, Imola, ça se trouve... Alors, je vous ai amené une petite carte. Donc voilà l'Italie de l'époque. Je reviendrai sur les trucs, etc. Donc, le pape, il est originaire du centre de l'Italie. Voilà, Imola, c'est par là. Bon. Alors, Imola, en italien, c'est... Vous savez, on met toujours l'accent en italien sur la... Ici, elle va demander... Beaucoup près au montage. Voilà, bref, en tout cas, on dit, et le pape, au moment de son élection, il passe pour un homme qui est plutôt dans le sens, on dirait aujourd'hui, ça
exagéré, mais un petit peu dans le sens du vent, quoi. Il se dit, s'il faut faire des réformes, s'il faut plutôt que l'Italie devienne réunifiée, pourquoi pas, on peut y réfléchir, c'est pas, voilà. C'est un homme assez souple dans ses idées, un bon prêtre, ça a été un très bon évêque. Et alors, pour la petite histoire, figurez-vous que avant 1848, déjà en Italie, il y avait eu des pré-révolutions, vous savez, comme dans les tremblements de terre, il y a eu des premières vibrations, et au cours d'un de ces épisodes, il a eu l'occasion de sauver la vie d'un jeune homme, d'origine française, qui avec son frère s'était entiché des idées nouvelles, faire la révolution, chasser les Autrichiens, etc. Manque de chance, le frère aîné s'était fait tuer, et lui, donc l'évêque Mastai Ferretti, avait sauvé ce jeune homme. Figurez-vous, ce jeune homme s'appelait Louis-Napoléon Bonaparte, appelé au destin dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, Louis-Napoléon Bonaparte avait une dette envers l'évêque d'Imola, dont il ne savait pas évidemment à l'époque qu'il deviendrait un jour pape. Bon, bref. Et donc dans toute l'Italie et dans toute l'Europe, on se dit, alors, petite pause, on appuie sur le bouton pause et on s'arrête 2 minutes. Intéressons-nous à la situation italienne. Alors, tout le monde voit la carte. Non, comme ça, tout le monde ne voit pas. Alors, tout le monde voit à peu près la carte. Alors, elle n'est pas dans le sens où on la voit habituellement, mais vous vous repérez, ça y est. Hein, vous voyez la botte, le talon de la botte, la Sicile, la Sardaigne, la Corse. La France est là, d'accord? Tout le monde se repère, la Suisse est là. Ok? Bon. Alors, en 1815, le traité de Vienne avait rétabli l'Italie dans la situation qui était celle d'avant la Révolution, à savoir, l'Italie était divisée en plusieurs zones. Au sud, le royaume dit des 2 Siciles. Aujourd'hui, c'est la Sicile et la région de Naples, à la louche. Hein, d'accord? Quelqu'un a déjà été en Italie parmi vous? Oui. Bon. Donc, cette partie-là, alors, c'est une dynastie Bourbon, hein, c'est des cousins des rois de France, d'accord? Plutôt liés aux Bourbons d'Espagne, d'accord? Hein, voilà. Et qui possède donc le sud de l'Italie. Ok? Ensuite, une bonne partie du nord de l'Italie, donc la région de Venise, la région de Milan, appartient à l'Empire d'Autriche. En fait, c'est l'empereur d'Autriche qui règne sur le nord de l'Italie. Bon. Et ensuite, là, il y a des petits royaumes indépendants, la Toscane, Modène et Parme, et puis, en frontière avec la France, et régnant sur une partie de ce qui est la France actuelle, qui s'appelle la Savoie, vous avez le royaume dit de Piémont-Sardaigne. D'accord? Hein, et qui possède la Savoie encore. Hein, en 1815, cette région-là n'est pas française. Hein. Oui, et Nice, enfin bon. Enfin, si Nice est important, parce que c'est là où est né Garibaldi. Mais bon, c'est une autre histoire. Bref. Ce qui veut dire, par exemple, que les Savoyards sont français depuis moins longtemps que les Antillais. Hein. Un Niçois, il est moins français qu'un Antillais. Voilà. Puisqu'ils vont devenir français en 1860. Les Antillais, ils sont français depuis le XVIIe siècle. Hein. Bon, de gré ou de force, on est d'accord. Hein. Mais voilà. Bon, ça y est, tout le monde s'est repéré, et puis donc la Corse, qui est devenue française, le 15 août 1869, ce qui fait que Napoléon est juste né français, mais à quelques semaines près. Hein. Ça s'est joué à pas beaucoup. Bon, là aussi, c'est rigolo. Alors, tout le monde a compris cette histoire-là. Et donc, au milieu, alors, j'avais oublié le principal, au milieu, ça remonte au plus haut Moyen-Âge, le pape, donc c'est le vert foncé qui est là, le pape, qui est à la fois le souverain pontife, le chef de tous les catholiques, est aussi un chef temporel. Il a un État. Ça a été beaucoup plus grand, même à une certaine époque. Hein. Et en tout cas, en 1815, le pape règne, il est roi, en quelque sorte. Hein. Il a une double couronne, si vous voulez. Hein. Il est le pape, il est le souverain pontife, mais il est aussi le roi de plusieurs États. La Romagne,
les marches, hein, et les États, proprement dit, les États du Vatican. D'accord? Vous voyez? Et c'est exactement, ça coupe la botte en deux. Hein, tout le monde a vu sur la carte, ça coupe la botte en deux. Bon, voilà. Et donc, comme je vous ai expliqué, depuis le déboulé des armées révolutionnaires et puis de Napoléon, l'idée a commencé vaguement, hein, très vaguement, à cheminer dans la tête d'un certain nombre d'Italiens, pas de droite, hein, et pas monarchistes, hein, mais progressistes, révolutionnaires, etc., que ils se sont mis dans l'idée que tous les gens qui parlaient plus ou moins la même langue, ou qui avaient le même passé glorieux de l'Empire romain, etc., pouvaient former une nation. Bon. Les gens, c'est-à-dire 90% de la population qui sont des paysans, etc., ils n'en ont rien à secouer. D'abord, ils ne se comprennent pas. Même encore aujourd'hui, j'en ai été le témoin moi-même, quand un Vénitien parle, ou bien qu'un Sicilien parle, la personne qui parle à peu près qui se débrouille en italien ne comprend rien de ce qu'il dit. Le Sicilien, bon, ça ressemble vaguement un peu au Corse, mais ça n'a rien à voir avec le Vénitien. C'est des langues complètement différentes. Les gens ne se comprennent pas. Entre le nord et le sud de l'Italie, ils ne se comprennent pas. Ça, c'est sûr. Hein. L'italien moderne, tel qu'on peut le parler aujourd'hui, il y a à peine 2% qui... Bon. Le roi du Piémont, il parle français. Il parle français. Les Bourbons de Sicile, ils parlent un peu le napolitain, mais ils parlent espagnol. Hein. Et puis, de toute façon, dans toutes les cours d'Europe, on parle tous français. Bon. Bref. Donc, il y a une part d'histoire, de réalité, puis une part de rêve dans l'unité italienne. Mais, évidemment, vous avez compris, parce que vous êtes malin, que le pape va être pris au milieu de ça. Au milieu, alors, après, le millefeuille, il a plusieurs couches. C'est ça où ça devient compliqué. Hein. J'espère que je vais m'expliquer à peu près clairement. Mais le millefeuille, il a plusieurs couches. Vous avez les idées de la révolution, enfin, peu importe le sens dans lequel on le prend. Hein. Mais vous avez la géopolitique italienne. Donc, ici, vous avez un roi qui se dit ça serait intéressant si je pouvais devenir celui qui va gouverner tout le reste. Là, vous avez un roi de Bourbon, à Naples, qui dit moi, je vis très bien, je me débrouille très bien, j'ai pas du tout envie de l'utilité italienne. Donc ça, c'est un premier niveau. Vous avez la géopolitique à l'intérieur de l'Italie. Et le pape qui se dit, moi j'ai reçu cet héritage depuis le Moyen-Âge, l'Église ne peut pas vivre sans ça. Donc, on y reviendra là-dessus. Donc ça c'est la première couche. Ensuite, la deuxième couche, alors évidemment il faudrait que je prenne une deuxième carte, parce que les cartes ça explique tout. Quand vous voulez vous intéresser à un problème, prenez une carte. Les Allemands ils disent Blut und Boden, la terre et le sang. Quand vous voulez comprendre ce qui se passe aujourd'hui, je sais pas moi, en Irak, en Iran, en Libye, même en France, quelque part, etc., regardez une carte. En Amérique du Sud, partout, commencez par regarder une carte. Boden, ça veut dire le sol. Blut und Boden. Ensuite, les peuples qui sont dessus. Les Siciliens détestent cordialement les Napolitains, et c'est réciproque. Bon. De vastes et de longues querelles dans lesquelles je ne vais pas rentrer là-dessus. Les Savoyards, ils sont très contents d'être Savoyards, ils sont ni français ni piémontais, et c'est toujours intéressant d'être entre deux. Parfois c'est dangereux d'être entre le marteau et l'enclume, mais parfois on peut jouer toujours l'un contre l'autre. Regardez dans une famille, hein, vous avez sûrement vu ça, les enfants ils vont demander à papa dit non, donc on va avoir maman qui va dire oui. Hein, et puis inversement. Hein, c'est un jeu que les enfants connaissent ils apprennent assez vite. Là j'ai repéré ça, j'ai pas d'enfant mais j'ai repéré ça. Bon. Bref, etc., etc. Bon, les Italiens du Nord disent, pour la plupart, l'empereur, il est à Vienne, c'est de l'autre côté des montagnes, il nous casse pas les pieds, on est tranquille, il est loin. Finalement, ça vaut la peine d'être quasi indépendant sous la responsabilité d'un empereur qui a tellement de problèmes avec les Hongrois, avec tous les Slaves de Yougoslavie, de machin, etc., avec les Polonais, machin, qu'ils nous fichent tranquillement la paix, du moment qu'on la ramène pas trop, on a la paix, finalement. Beaucoup pensent que c'est bien mieux d'être sujet de l'empereur d'Autriche-Hongrie que d'être
sujet du roi de Piémont qui habite à côté, et qui, quand il aura besoin de percevoir les impôts, sera à côté pour les ramasser. C'est ça la politique. Bon, donc, géopolitique locale. Voilà, les querelles internes de l'Italie. Pays très divisé. Ensuite, deuxième couche, il faudrait prendre la carte de la Méditerranée. Et là, vous verriez, et puis le pape au milieu qui se dit, est-ce que j'ai besoin de cet État, en même temps j'ai besoin d'être libre? Si je dois quémander mon salaire tous les mois au roi du Piémont, comment je vais faire, etc., je ne pourrai plus être libre. Et puis ce que j'ai reçu de la tradition et du patrimoine de l'Église, je n'ai pas le droit d'y toucher, j'en suis le gardien, et c'est pas à moi d'en disposer, etc. Bon, sachant que... Voilà. Et donc, ensuite, vous avez la grande carte d'Europe, et donc, je vous ai parlé de 1815, avec l'équilibre qui avait été à peu près stabilisé entre les puissances montantes, la Prusse, l'Angleterre, et les puissances descendantes, la France et l'Autriche-Hongrie, et puis les Russes qui sont en embuscade. Hein, et là, une génération après, tout est en train de partir, parce que l'Angleterre monte, la Prusse monte, et la Prusse commence à dire, mais on parle tous allemand, et puis sinon on était les chefs, quand on est les meilleurs, quand on est les meilleurs soldats, on est les plus intelligents, on est les plus courageux, on est les plus bosseurs, on a vocation à diriger l'Allemagne. C'est normal. On est la race supérieure de la race supérieure. Bon, c'est pas encore dit, mais faut pas trop gratter sous le Prussien pour qu'il voit. Il n'a pas besoin du petit moustachu pour dire ça. Bon. Ok? Si vous prenez la carte de la Méditerranée, vous apercevez que, tiens, c'est marrant, pour aller d'Angleterre, en passant par Gibraltar, et en direction du futur canal de Suez, là, vous avez un goulot d'étranglement, surveillé par un roi qui n'aime pas beaucoup les Anglais, et qui est plutôt ami avec les Russes. Donc, si je peux susciter le bazar dans le royaume des deux Siciles, me débarrasser de ce roi qui en plus est très catholique et défend le pape, bonne pioche. Et que là, j'ai un gouvernement plutôt franc-maçon, plutôt anticlérical, et qui a des soucis financiers, donc que je tiens par les banques, vous voyez la manœuvre qui commence à se dessiner. Et que derrière ça, vous avez un, comment on l'appelle, prince-président, qui s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte, et qui, lui, dans sa jeunesse, s'est entiché d'idées de nationalité, en particulier parce qu'il se croit moitié italien. Il est persuadé d'être moitié italien. Il parle italien. Et qui se dit, ah, mais mon rôle en Europe, c'est une sorte de Macron avant l'heure, il s'imagine tout un tas de missions qu'il n'a reçues de personne, qu'il va défendre les Italiens. Il est d'ailleurs prêt à verser le sang des soldats français pour ça, il va le faire d'ailleurs. Qu'il faut qu'il aille se mêler des affaires du Mexique, qu'il faut qu'il aille se mêler des affaires de l'Allemagne, etc. Blablabla. Et qui se dit, peut-être que si j'aide l'Italie à être un grand pays uni, je vais peut-être en tirer des bénéfices politiques. Parce qu'il faut que je commence à me méfier de l'Allemagne, qui devient de plus en plus forte, la Prusse qui devient de plus en plus forte. Bon. Bref, je passe tous les détails, etc. Vous voyez que petit à petit, le pape se trouve complètement coincé dans le millefeuille. Bon. Plus le fait que l'Angleterre est une puissance protestante, plus que le fait que la Prusse est une puissance protestante, que les grands banquiers anglais sont plutôt anticatholiques et maçons, et qu'ils ont beaucoup d'argent, c'est comme ça que va naître la question romaine. C'est-à-dire, est-ce que le pape a le droit d'être roi ou pas? Et donc tous les catholiques, qu'ils soient américains, français, autrichiens, italiens, etc., vous allez voir que la question va devenir complètement emmêlée. Parce que qui défend le roi en France va vouloir défendre le pape roi. Qui défend le pape catholique va vouloir défendre la foi catholique en France et réciproquement, etc. Et c'est pour ça que la question romaine devient une question à la fois dramatique, dont tout le monde parle, complètement entremêlée d'enjeux qui sont aussi politiques et géostratégiques. Et religieux. Et bien entendu, derrière tout ça, il y a aussi un enjeu religieux. Alors merci de me poser la question, parce que, voilà, c'est quoi la question finalement? C'est de se dire, mais bon, l'Église, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'Église?
Est-ce que c'est simplement un groupement de personnes qui a la même foi, qui procèdent le même credo, mais qu'en dehors de ça, il faut le minimum de structure, il faut être léger comme les apôtres, hein, un bâton, pas de vêtements de rechange, une besace et point à la ligne? Ou bien est-ce que l'Église, parce qu'elle vit aussi dans le monde et qu'elle doit durer, et que quand vous avez construit une église pour prier ensemble, il faut l'entretenir. Hein, regardez l'église Notre-Dame, il faut des sous pour la réparer. Bon, si on ne se retrouve pas toutes les semaines, si on ne s'organise pas, si on ne fait pas une association, si on ne fait pas du lobby auprès de la mairie, etc., et pour ça, il faut des sous, il faut du temps, il faut de la disponibilité, il faut un secrétariat, tout ça. Bon. Et donc l'église, vous savez, depuis 2000 ans, elle balance entre ces deux pôles. Et chacun d'entre nous, dans notre vocation personnelle aussi, quelque part, hein, ce qui est vrai de l'Église tout entière est vrai de chaque fidèle, de chaque chrétien. Comment trouver le juste compromis entre ma vocation humaine et ma vocation divine? Quels moyens je me donne pour réfléchir à ça? Pour me remettre en cause éventuellement, pour etc., etc. Vous voyez? Et puis sur la durée, sur la longue durée, et même ici sur la très longue durée. Parce que le pape s'occupe. Et puis le pape, à la limite, aux origines, il n'a rien demandé. On est venu le chercher en disant « Les rois sont partis, les barbaresses sont arrivés, qu'est-ce qu'on fait, très Saint-Père, aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous » Le pape dit « Bah écoutez, c'est pas mon boulot, mais bon, si vous crevez de faim, si c'est la misère, si c'est l'épidémie, etc., bah, je vous envoie telle personne, je vais... » Et puis tel évêque, bah, bien sûr, il est évêque, il doit prêcher, mais comme il a fait HEC, bah, il sait gérer les problèmes. Enfin, je dis HEC ou l'équivalent. Donc il va venir vous aider à vous réorganiser. Et puis il va élever le fils du roi dont le père est mort, et donc ensuite machin. Et puis, vous voyez, l'Église à un certain moment a mis le pied dans ces histoires-là, mais elle n'avait rien demandé. Et puis au d'un moment, dans le système à l'ancienne, bah, quand vous avez commencé un truc, bah, à force d'en avoir la gestion, bah, vous devenez propriétaire. C'est comme ça que s'est fait le patrimoine de Saint-Pierre. Hein. C'est pas les papes qu'on dit à un certain moment. Alors c'est sûr, pour gérer l'église, il fallait des revenus, donc un seigneur donnait un terrain, et puis le revenu du terrain revenait au pape pour gérer, puis c'est dans les évêchés pareil, etc. Bref. Donc au plein milieu du XIXe siècle, aux alentours des années 1850, l'église, les catholiques, et en particulier les catholiques français, sont confrontés à la question. Alors évidemment, par exemple, les catholiques américains, en Amérique du Nord, en 1850, ils sont une infime minorité, ils sont même un peu persécutés, ils luttent au quotidien pour leur survie, pour fonder des écoles pour les immigrants, etc. Les histoires du pape à Rome, c'est pas trop leur truc, hein, honnêtement. Mais pour les catholiques français, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis arrive l'empereur, le prince-président qui se fait élire empereur des Français, qui lui rêve d'une unité italienne, et puis en même temps, il est marié, l'empereur, figurez-vous. Et il est marié à une charmante personne, et qui est non seulement charmante, mais qui était très catholique. Elle est espagnole, et les Espagnols, quand ils sont catholiques, c'est pas à moitié. Hein, et qui tous les soirs peut lui tirer les oreilles en disant « il faut que tout est coupé des papes hein. ». Parce qu'elle avait parlé à moitié espagnol, l'impératrice Eugénie. Bref, donc, Napoléon III, pendant tout son règne, il va être partagé entre son héritage de la Révolution et puis la défense du pape. Parce qu'en même temps, il sait très bien que dans les campagnes, on vote plutôt catholique, à droite, là, on vote comme le curé dit de le faire, et il a besoin du vote des catholiques, l'empereur. Il a besoin du vote des catholiques. Parce que dans les milieux ouvriers qui sont en train de naître, dans les milieux socialistes qui sont en train de se développer, il n'est pas très aimé, l'empereur. Hein. Il est craint, mais il n'est pas aimé. Bon, donc il a besoin du vote des catholiques. Donc il est très embêté, l'empereur. Hein, et il attend. Donc je ne sais pas si les choses sont bien confuses, mais si elles sont bien confuses, c'est que j'ai réussi mon but. Hein. Vous voyez, tout est mélangé, et tout sera toujours mélangé. On ne peut pas séparer le bon grain et le livret. C'est comme ça, ça sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Donc, en 1846, un nouveau pape est élu, il prend le nom de Pie IX, et au début, tous les libéraux, tous les progressistes, tous ces gens-là se disent, ben voilà, il va être un peu l'instrument de l'unité de l'Italie, il va aller de l'avant, il va peut-être même,
certains ont dit, la bonne idée, ça serait que le pape soit roi d'Italie, comme ça, tout le monde serait d'accord. Hein, les rois, les Bourbons, la dynastie du Piémont, ils seraient tous d'accord, parce que le pape est au-dessus d'eux, donc peut-être que ça les calmerait et que ça mettrait tout le monde d'accord. Mais derrière ça, il y a des extrémistes qui se disent, non, on va se servir du pape, il est gentil, et puis on va le pousser l'épée dans les reins, dans cette direction-là, et puis le moment venu, comme d'habitude, on confisquera à notre profit ce qu'il aura réussi à faire parce que les gens le respectent et lui obéissent. Il y avait des gens comme ça, plutôt vers l'extrême gauche, très révolutionnaire, etc. Et donc, dans la grande explosion du printemps des peuples en 1848, une partie de l'opinion publique à Rome se révolte en disant on veut des réformes, on veut un parlement, on veut être un État comme les autres, etc., etc., puisque c'était le seul État au monde avec le Tibet qui était gouverné par les prêtres. Bon. Et puis très rapidement, la révolution gentille, on dirait la révolution des œillets ou la révolution de Jasmin, tourne à l'émeute, à la violence et à la guerre civile. Le pape est chassé de Rome en 1849, il va se réfugier près de la frontière, à Gaète, hein, et là il envoie une lettre à tous les gouvernants d'Europe en disant, en vertu du traité de Vienne, hein, vous devez me rétablir dans mes... Voilà, j'ai été chassé par la Révolution, vous avez chassé les révolutionnaires dans votre pays, aidez-moi à faire la même chose chez moi. Ça a été violent, hein. Le premier ministre du pape a été assassiné, il y a eu des gens abattus dans la rue, enfin ça a été extrêmement violent. Finalement, Napoléon III se dit, là j'ai un coup à jouer. D'une part, je vais satisfaire l'opinion publique en France, d'autre part, je vais mettre un pied en Italie, et comme ça, je vais devenir l'interlocuteur, vous voyez, le mélange des motivations. Et donc, il envoie, en 1849, un corps expéditionnaire à Rome, il envoie des troupes françaises, qui rétablissent l'ordre. Bon, il y a quelques dommages collatéraux, mais bon, ça vous connaissez, vous savez, malheureusement, hein, quand on rétablit l'ordre, c'est comme ça. Et voilà. Et donc, le pape revient à Rome. Évidemment, il a vu ce qui se passait quand on était trop gentil. Hein, que les libéraux étaient des menteurs, qu'il n'avait pas du tout l'intention d'aller dans un sens d'union et d'apaisement, mais d'aller jusqu'au bout des idées révolutionnaires et de chasser la religion, pour être clair. Pour résumer. Donc, à partir de ce moment-là, le pape Pie IX va se dire « Mais non, mais je ne peux pas faire confiance à ces gens-là. Donc, je ne peux pas aller dans leur sens. » Et il va rétablir un certain nombre de choses qui vont faire, évidemment, hurler dans toute l'Europe. Les motivations ne sont pas les mêmes. Bon, il y a une poignée de patriotes, entre guillemets, italiens, qui sont là avec des braillards, et machin. Mais les Anglais se disent, on va agiter la marmite, on va agiter tout ça, parce que quand on pêche en eau trouble, on finit par ramasser des choses. Alors, je passe rapidement sur les choses, et donc, il va y avoir pendant des années, une campagne, on dirait, idéologique, une campagne de presse, un martelage perpétuel, en Angleterre, en Prusse, évidemment, parce qu'en plus, si vous voulez, j'ai oublié de vous dire, mais si c'est l'Autriche ici, le grand ennemi de l'Autriche, c'est la Prusse. Donc, en faisant, ça c'est de la politique de base, hein, quand vous voulez enquiquiner votre ennemi, vous agitez les ennemis de votre ennemi. Hein, donc les patriotes italiens du nord de l'Italie, vous leur envoyez du soutien, vous leur dites que c'est des gens bien. Les plus excités, vous leur envoyez pas trop, mais un peu des armes, des machins, des trucs, enfin bon. Ouvrez votre journal demain matin, vous verrez les mêmes trucs aujourd'hui. Hein. C'est ça qui est fascinant, c'est quand on regarde l'histoire du 19e siècle, c'est la même chose. Les mêmes recettes, les mêmes trucs, les mêmes campagnes médiatiques, les mêmes fake news. Hein, les fake news, ça n'a pas été inventé il y a 6 mois. Hein. On raconte que le roi de Bourbon fait mourir de faim les prisonniers dans ses prisons, et puis tous les gens déboulent, etc. C'est répété, alors il n'y a pas de journal de 20 heures, mais c'est dans tous les grands journaux. Le Premier ministre anglais raconte qu'il a été dans cette prison, qu'il a vu les horreurs. Fake news, total. On raconte que le pape n'a pas voulu du chemin de fer, parce que c'est un vieux réactionnaire, etc., qu'il est contre le progrès. Non. Le pape, il a regardé ce qui se passait quand le chemin de fer arrivait dans une région.
magouille financière, comment on appelle ça, des opérations immobilières douteuses, hein, on fait monter les prix, machin, etc. Enfin, le chemin de fer, c'est très bien d'une certaine façon, mais de notre côté, tel qu'il se réalise dans les années 1850 en Europe, c'est la magouille perpétuelle. Hein. Les magouilles d'une classe politique d'aujourd'hui à côté, c'est rien du tout. Et le pape dit, je veux pas de ça chez moi. Je préfère ne pas avoir de train, plutôt qu'avoir de genre de truc, de dépouiller les gens de force, parce que pour mettre le chemin de fer, parfois on vole les terres des gens, hein. Ça on vous le racontera pas à l'école, mais le chemin de fer c'est le progrès. Oui, mais à quel prix? À quel prix? Je vais prendre un tout petit exemple. Regardez la carte du département du Cher. Je ne donnerai pas le nom de cette famille aristocratique du coin, mais vous regardez le train qui va de Bourges à Nevers, et bien à un moment la ligne, c'est bizarre, elle est toute droite, hein, c'est la grande plaine, vous quittez Bourges, et puis à un moment, pouf, ça fait un tour comme ça. Ben, quand vous regardez dans les archives, c'était les propriétaires du duc de machin, propriété du duc de machin, qui s'est débrouillé pour que le train fasse le tour de sa propriété. Bon. Donc le pape avait dit, voilà. Mais par contre, alors, la campagne de presse, etc. Bon, alors, je termine parce que je suis bavard, etc. C'est intéressant. Mais surtout, on va rentrer dans le domaine plus religieux, si vous voulez, de l'histoire de l'Église et des grands enjeux théologiques. Donc, la grande question, c'est ça. Que faire? Comment évoluer sans perdre les trésors du passé, sans partir dans des dérives qui vont être négatives et dommageables pour l'Église. Première chose. Deuxièmement, quelle part de ce qu'on appelle les idées modernes peuvent-elles être reprises par l'Église ou acceptées comme une évolution normale? Et qu'est-ce qui est la part mauvaise des idées mauvaises de la Révolution française, pour faire court? Bon. Dans la manière de gouverner, dans la manière dont la société doit se vivre, dans le mariage, etc., etc. Bon, autre question. Et donc, le pape Pie IX, lui, va poursuivre son chemin, malgré toutes ses difficultés, toutes ses oppositions, et il va en rajouter d'une certaine façon à plusieurs niveaux, et c'est les grands moments de son pontificat. 1854. Le dogme de Michael Conception. Oh ouais, mais c'est trop facile à réviser avant, lui. Bah, je connais pas assez, enfin, c'est par rapport à notre ami sacré cardinal. Oui, non, mais tout à fait, je vous taquine, cher monsieur. Alors, 19e siècle, les grands pays protestants, les protestants qui se mettent du côté des libéraux, des idées du progrès, de relativiser l'évangile, l'Ancien Testament, etc., etc. Et puis que tout ce qu'on raconte sur la Sainte Vierge, bon, c'est gentil, c'est bien, c'est mignon, mais quand les peuples étaient au Moyen-Âge, ils étaient naïfs et crédules. Aujourd'hui, on est à l'époque du progrès, la virginité de la Sainte Vierge, tout ça, l'Immaculée Conception, c'est des contes pour enfants, c'est très joli, mais c'est des contes pour enfants. Qu'est-ce que répond le pape Pie IX? On attendait de lui qu'il dise « Eh oui, vous avez raison, il faut relativiser ma bonne dame, machin. » Et non. En accord avec tous les évêques et tous les fidèles de l'Église, je proclame l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Boum. C'est pas une invention, il s'est pas levé le matin en buvant son cappuccino, en disant « Ouais, ça serait sympa, ça serait cool », et puis ça enquiquine les protestants. Non. Il a réfléchi, il a constaté, etc. Et en ces temps difficiles, il s'est dit « Voilà, il faut mettre une balise de plus. » Bon. Ensuite, on lui dit, très Saint-Père, vous comprenez, les idées de progrès, tout ça, c'est bien, le socialisme, le capitalisme, le machin, le truc. Il faut aller de l'avant, il faut être de son temps. Que répond le pape Pie IX? On lui demande d'être accommodant avec les idées modernes. Il répond, voilà les erreurs du monde moderne, ça s'appelle le syllabus, 1864. Oh, mon Dieu, quelle horreur, c'est abominable. Quel vieux réac. Quel obscurantisme et tout. Bon, très bien, c'est ce que l'on répétera à l'université, y compris à l'université catholique. Là, vous ne couperez pas au montage. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il disait le pape? Il disait, si on continue dans la direction du socialisme, on aura le goulag. Si on continue dans la direction du nationalisme, on aura Dachau. Si on continue dans le capitalisme sauvage,
on aura ceci ou cela. Quand est-ce qu'on s'en est aperçu? Au XXe siècle. C'est lui qui avait raison. Non pas qu'il ne puisse pas y avoir d'évolution, non pas qu'il ne puisse pas y avoir, dans la manière de se comporter des sociétés, un certain nombre de choses qui puissent changer. Bien sûr que non. Mais il dit, attention, si vous absolutisez le peuple, la race, la nation, la matière, le machin, vous irez à la catastrophe. Et alors, cerise sur le gâteau, le pape avait repéré aussi que, de manière très étonnante, très stupéfiante et absolument incroyable, c'est que les plus progressistes étaient aussi les plus irrationnels. C'est-à-dire que, on va prendre un exemple. Dans toutes les villes de France, il y a une rue ou un boulevard Victor Hugo. Victor Hugo, bon, il a commencé monarchiste, fidèle au roi, machin, il a terminé icône de la République, enterré au Panthéon. Mais le jour où il défendait la République, la nuit, il faisait tourner les tables. Et ils appelaient les morts. Si vous appelez ça la raison résonante, excusez-moi, c'est les mêmes, hein. On fait parler les morts, on fait parler les machins, etc. Ce mélange absolument hallucinant entre le socialisme et l'occultisme. Ça, le pape l'a montré, très clairement. Hein, que les francs-maçons sont à la fois des gens totalement irrationnels et qui sont pour la raison. Dans leur doctrine, je ne parle pas de telle ou telle personne, voilà, mais dans leur doctrine, il y a ce mélange et que l'excès de raison conduit à l'excès de déraison. L'excès de race, les races ça existe, mais l'excès de race, comme ça nous mène à Dachau, ça nous mène à Auschwitz. Que l'excès du socialisme, la dictature du prolétariat, ça nous amène au goulag, à la Colima. Épineuf avait dit, ou l'avait fait dire, parce que c'est pas lui qui a rédigé le texte, mais peu importe, et tout est dans le syllabus. Il faut bien le comprendre. Attention, on ne va pas dire qu'il niait, qu'il peut... Quand le pape dit qu'il est contre, que l'Église ne peut pas être pour le libéralisme, ça ne veut pas dire que l'Église n'est pas pour la liberté. Hein? Attention, il ne faut pas mélanger. C'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est subtil, c'est délicat, mais c'est un fil du rasoir. La position de l'Église a toujours été sur ce fil du rasoir. Bon. On continue dans l'horreur. Alors je passe sur un certain nombre de choses, et puis là, à l'échelle de l'époque, c'est les mêmes campagnes de presse, les mêmes campagnes médiatiques, le martelage, le machin, la propagande, le truc, etc. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui. Bon. Et puis le pape va aggraver son cas en refusant que le roi du Piémont, franc-maçon, avec son premier ministre franc-maçon, aidé par un certain Garibaldi, le grand maître de tous les francs-maçons, s'empare par une campagne militaire du royaume de Bourbon, et ensuite décide de s'emparer des États du pape. Ce qui fait qu'en 1860, en fait, les États pontificaux, l'unité italienne est pratiquement faite au profit des francs-maçons, du roi franc-maçon, hein, du nord de l'Italie, qui a détruit et pillé le sud de l'Italie, car contrairement à ce qu'on vous raconte, y compris dans les livres d'histoire français, etc., à l'époque, le royaume du Nord était en banqueroute, les campagnes du nord de l'Italie étaient aussi pauvres que la région du Sud, et d'ailleurs, la fameuse mafia, la Ndrangheta, la Camorra, toutes ces choses-là, dont on parle dans les films américains, etc., quand vous les entendez parler, les mafieux américains, ils parlent un dialecte du sud de l'Italie, parce que ça a été la ruine terrible, dramatique. Il y a eu une guerre civile, il y a eu 100 000 morts, il y a eu une Vendée, il y a eu une chouannerie napolitaine qui a fait 100 000 morts en 1860, auquel le pape... Alors, Napoléon III a de nouveau envoyé ses troupes, qu'il avait retirées, il avait de nouveau envoyé ses troupes pour protéger le pape. Ce qui fait que jusqu'en 1870, le pape Pie IX va rester dans ce petit timbre-poste, tandis que toute l'Italie va retrouver, sauf une partie de... Enfin bref, je passe sur les détails, c'est pas important. D'accord, voilà. Et là, le pape dit, très bien, j'accepte, enfin je supporte le coup de force, je ne peux pas m'y opposer par les armes. Certains sont venus aider le pape, c'est mon fameux Joubert,
Hein, les fameux zouaves pontificaux. Je pourrais vous en reparler, c'est une autre histoire extraordinaire. Mais voilà. Et donc, il se dit, là, les choses sont en train de s'aggraver, il faut que les choses soient bien claires. Et le Saint-Esprit lui suggère l'idée de réunir un concile. Hein, donc, en 1867, il déclare qu'il va réunir un concile, une assemblée de tous les évêques de la chrétienté, les évêques catholiques, pour réfléchir à toutes ces questions-là. Et et donc, le fruit principal de ce concile qui va avoir lieu donc au mois d'avril, mai, juin 1870, c'est premièrement d'établir l'infaillibilité pontificale, c'est-à-dire que on sait que l'Église dans sa totalité, hein, l'Église en tant que corps entier, elle a la foi et qu'elle ne peut pas se tromper, qu'elle ne peut pas nous tromper. Mais dans certaines circonstances, quand il n'est pas possible que l'Église puisse s'exprimer, etc., de manière claire, etc., le pape a la mission, il a reçu de notre Seigneur Jésus-Christ, hein, en son prédécesseur, l'apôtre Pierre, l'apôtre Saint-Pierre, la mission de raffermir ses frères dans la foi, et donc le pape va exprimer ça en langage moderne et théologique, c'est ce qu'on appelle l'infaillibilité pontificale. Dans certaines circonstances, quand le pape s'exprime de manière solennelle, il exprime pas sa foi à lui, mais la foi de toute l'Église à laquelle nous sommes tenus d'adhérer. Alors attention, hein, si demain matin le pape ouvre ses volets, qu'il regarde le ciel et qu'il dit va pleuvoir cet après-midi, et qu'il ne pleut pas, l'Église ne s'est pas trompée. Hein, on est bien d'accord. Non mais, parce que vous avez des gens aussi, dès que le pape ouvre la bouche, c'est la parole divine qui descend du ciel. Non. Alors il y a un cérémonial, une chose... On verra les questions après. 10 minutes encore. Oui, 10 minutes, pas plus, oui, parce que je vois que ça commence à piquer du nez. Et puis j'ai oublié la blague que je voulais vous raconter. Donc, oui, si, bon, juste une petite blague romaine, puisqu'on est à Rome. Vous savez ce que c'est que le secret pontifical. Il y a le secret de la confession, mais le secret de la pontificale, c'est encore au-dessus. Est-ce que c'est le secret pontifical? C'est quelque chose qu'on ne répète qu'à une seule personne à la fois. C'est pour ça que tout se sert. Bon, alors comment conclure? Puisqu'il nous reste 10 minutes, comment conclure? Ce que j'ai essayé de vous raconter dans cette histoire, c'est qu'au milieu des vicissitudes de cette histoire, en particulier au XIXe siècle, l'Église doit continuer à garder son chemin. En 1870, les Italiens ont tout pris, y compris la ville de Rome. Hein, quelques soldats, dont des Français, se sont fait tuer encore les derniers, mais finalement, l'Italie est devenue un pays unifié. Entre-temps, on avait fait voter de force les Savoyards en leur disant « Oui, vous voulez être d'accord d'être français, hein, puis il n'y a qu'un seul bulletin dans lequel il y a marqué oui. Hein. » Donc c'était ça en gros les élections, ça s'appelle un référendum. À l'époque, Napoléon III, c'est assez machin, on a demandé aux Niçois et aux Savoyards si vous voulez être français. Il n'y avait pas de bulletin non, donc... Bon, bref, c'était le pourboire de Napoléon III que lui donnait les Piémontais pour son aide pour faire l'unification italienne. Donc, si vous rencontrez les Niçois et les Savoyards, vous pouvez les traiter de pourboire, ça leur fera plaisir. Donc, comme ils savent pas l'histoire, c'est pas grave. Bon, bref, mon cousin niçois, je lui fais le coup à chaque fois, ça ne me plaît pas du tout, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc, le pape Pie IX a été béatifié par le pape Jean-Paul II pour ses qualités personnelles de sainteté. C'était un homme très priant, très spirituel, qui a toujours voulu faire tout ce que le Seigneur lui demandait de la manière la plus courageuse possible, dans des temps que vous avez compris très difficiles. Et donc, la question romaine, si vous voulez, c'était de savoir... Le pape a pensé que jusqu'au bout, il fallait qu'il garde un minimum, je dirais, de... Comment on va dire ça? Cohérence. De visibilité humaine. Alors la cohérence, oui, bien sûr, de la foi, ne jamais trahir la foi, etc. Mais de visibilité humaine pour être libre et de ne pas dépendre d'un autre gouvernant, d'un roi, d'un président de la République, etc. En disant, bon, lui pensait qu'il en fallait assez grand. Il faut dire qu'à l'époque, la terre autour de Rome, c'était très pauvre, il n'y avait que des cailloux et des marais.
Bon, c'est d'ailleurs à cette époque-là qu'on a inventé un impôt pour tous les catholiques qui s'appelle le denier de Saint-Pierre. Normalement, chaque catholique est tenu, moralement, au moins de verser chaque année une petite obole pour permettre au pape de vivre, pour qu'il puisse remplir librement son ministère sans dépendre de ses banquiers, sans dépendre d'une autorité ou d'une personne publique ou privée. Bon, bref. Et d'ailleurs, c'est lui qui avait raison, parce que finalement, grâce à Benito Mussolini, 50 ans plus tard, le gouvernement italien signera avec le pape de l'époque, le pape Pie XI, un accord dans lequel, effectivement, alors ça va être tout petit, ça sera réduit au strict minimum, 44 hectares, plus 400 hectares pour mettre les antennes de Radio Vatican, parce qu'à l'époque, il fallait des antennes, puis les grandes, et qui donne au pape, finalement, c'est le pape qui avait raison, au bout du compte, parce que le roi du Piémont avait dit « Mais je vous paierai une pension, vous inquiétez pas, très Saint-Père, je vous paierai une pension. » Vous savez, c'est comme quand on est entretenu par quelqu'un, le jour où il ne veut plus, qui paye, commande. Ça, c'est dans la vie, c'est ça, qui paye, commande. Vous ne pouvez pas vous sortir de ça. Donc, il vaut mieux être pauvre chez soi que richement payé chez le voisin. C'est toujours pas mal. Et puis, pour la liberté de l'Église, pour la liberté de son ministère, pour pouvoir annoncer librement la parole, sans être soumis à un empereur, à un roi, un président de la République, un secrétaire général du parti, etc., comme le sont toutes les églises chrétiennes, nationales en particulier, les églises orthodoxes. Quand vous êtes orthodoxe, vous êtes en même temps orthodoxe russe, orthodoxe serbe, orthodoxe grec, orthodoxe bulgare, machin, etc., ce qui fait que vous êtes coincé dans votre pays et que le lien que vous avez avec le gouvernement de votre pays est étroit et que vous dépendez de lui et vous n'êtes pas libre. On aime tous autour de cette table, il n'y a pas de table, mais on aime tous autour de cette table M. Poutine. Et M. Poutine, il peut fermer le robinet de l'église russe quand ça lui chante. Et le patriarche, qui paye commande. Alors il se trouve que M. Poutine a compris très finement ses intérêts et que la laisse est suffisamment longue. Mais il suffit qu'après M. Poutine vienne un Poutine 2 qui dise « Allez, à la niche le chien ». Surtout si le patriarche commence à dire « Ah bah oui, le Poutine 2, il n'est pas aussi bien que Poutine 1, on préférait le modèle à la copie, et que ça ne plaise pas à Poutine 2 ». Bon, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, finalement, voilà. Et derrière ça, pour nous, à notre petit niveau individuel, c'est de se dire, voilà, comment on peut vivre notre liberté chrétienne, comment on peut aider le pape à vivre libre aussi, etc., etc. Bon, tout ce que je vous ai dit, c'est un peu confus, il y a beaucoup de choses un peu mélangées, etc. J'espère au moins avoir posé quelques balises, montré quelques enjeux. Je termine juste par 2-3 petites choses sur... Vous voyez que c'est pas sans lien avec aujourd'hui, même si le climat a changé, notre manière de voir a changé sur beaucoup de domaines, etc. Mais voilà. Ça nous éclaire dans notre réflexion sur comment être citoyen français et catholique et citoyen français. Comment, parfois l'articulation est difficile, mais comment elle doit se faire, comment je dois approfondir, comment dois-je réfléchir, etc. Donc, si vous voulez, c'est pas seulement une question du passé. Alors on aime plus ou moins l'histoire, on est plus ou moins sensible à ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas d'adorer le passé, ni de le haïr, mais de se dire, je le comprends mieux, j'essaye de me placer dans la mentalité de l'époque, de comprendre les enjeux, etc., etc. Et toute cette gymnastique intellectuelle, toute cette gymnastique spirituelle, d'une certaine façon. Je regarde comment Dieu est intervenu, bon. Et c'est vrai que ces jeunes gens qui sont allés se sacrifier pour le pape dans ces années-là, faire le coup de feu pour le défendre, ben, ils ont permis d'une certaine façon que le pape ait le temps de préparer le concile, de le célébrer, d'arriver à ses conclusions. L'impératrice Eugénie a eu une vie difficile avec un mari qui n'était pas un homme très très sérieux, mais sa force, sa conviction chrétienne, catholique,
son influence sur son mari a permis d'aider l'Église à survivre, à se développer. Elle a permis que le pape soit libre pour favoriser le grand élan missionnaire qui va créer toutes ces chrétientés, parce que je ne vous ai pas parlé de l'histoire des missions, mais c'est parallèle. Hein. Entre 1815 et 1870, c'est des centaines et des centaines de missionnaires qui partent en Afrique, en Asie, qui repartent vers l'Amérique du Sud, l'Océanie, etc., la Chine, et qui préparent l'Église d'aujourd'hui. Bon, l'impératrice Eugénie, il fallait accepter de cette vie compliquée, de machin, de trucs, etc., etc. Voilà. Est-ce que si le pape avait été plus souple avec le roi de Piémont, il aurait pu, on ne va pas refaire l'histoire, mais voilà.